ville la plus riche du monde, mais pour beaucoup, la mort paraissait une délivrance. Des enfants errant dans les ruelles, des hommes malades gisaient dans le caniveau, et des prostituées criaient leurs tarifs en plein jour. Cela ressemblait à une scène sombre de Dickens, mais c'était réel. Voici l'East End de Londres, au tournant du XXe siècle, et c'était bien pire que ce que les livres d'histoire ne vous diront jamais. Découvrez tout dans cet épisode de The Infographics Show. Londres, capitale de l'Empire britannique et ville la plus riche du monde, concentrait une richesse inimaginable aux mains de quelques-uns. Pendant ce temps, un demi-million sur 5,6 millions d'habitants vivaient dans un enfer sur Terre, des taudis qualifiés d'abcès et de plaies purulentes. En 1902, l'Américain Jack London s'est infiltré sous couverture et son livre Le peuple de l'abîme a révélé une horreur urbaine presque incroyable. Jack London pensait à tort que le centre de l'Empire britannique offrirait un niveau de vie comparable à celui des États-Unis. Il s'est trompé. Les États-Unis connaissaient bien la pauvreté, mais ce que Jack London a vu en Angleterre l'a glacé jusqu'aux os. L'abîme dont il parlait faisait référence aux taudis les plus désespérés de la ville, non pas à un seul quartier, mais à une vaste étendue de misère humaine et de saleté dans l'East End. De vastes quartiers de l'Est de Londres sont devenus des dépotoirs industriels pour les pauvres. Les rues étaient bordées de ruines, des familles vivant toutes dans une pièce infestée de rats, d'humidité et de maladies. La violence, la dépendance et la mort précoce étaient la norme. De nombreuses personnes étaient sans abri. Commençons par les moins pauvres des démunis. Prenons le cas d'un ajusteur, un ouvrier qualifié sans emploi stable, vivant avec sa femme et ses 2 enfants. Loin d'être les plus mal lotis, il louait une seule pièce, ce que les habitants appelaient un trou, où tous les 4 partageaient un seul lit. Le loyer était de 7 shillings par semaine, soit environ 1,70 $. Aux États-Unis, c'était moins que ce que les ouvriers les moins bien payés gagnaient en 2 jours. À San Francisco, les maçons gagnaient 4,80 à 5,75 $ par jour, plus du double du salaire des maçons anglais, rarement au-dessus de 2 livres par semaine. Jack London remarquait que les logements les plus pauvres d'Amérique n'étaient jamais aussi misérables que ceux qu'il voyait en Angleterre. Et la famille dans le trou n'était même pas au bas de l'échelle. Leurs chambres n'avaient ni chauffage, ni cuisine, ni toilette privée. Dans les taudis, des dizaines de familles partagèrent souvent une seule cabane en briques servant de toilette. En 1842, à Liverpool, un rapport sanitaire a montré que plus de 200 personnes utilisaient la même. Et la population de Londres était encore plus nombreuse. Beaucoup utilisaient plutôt des seaux, et les déchets humains s'accumulaient souvent dans les rues et les cours d'eau. La famille possédait un brûleur à gaz sur une cheminée, et devait insérer un penny pour cuisiner ou se chauffer. Pourtant, la femme a dit à Jack London qu'un penny disparaît en un rien de temps. Comme beaucoup de familles dans l'abîme, il souffrait de malnutrition chronique. London a raconté avoir vu une mère célibataire et ses 6 enfants vivre dans une seule pièce. Son fils adolescent mourait lentement de la tuberculose. Ils étaient tous émaciés. 10% des Londoniens étaient si sous-alimentés qu'ils étaient incapables de travailler physiquement. Un rédacteur en chef a écrit « Il semblait à peine possible que des humains vivent dans un tel environnement. » Au XIXe siècle, de nombreux immigrants arrivaient à Londres, des Irlandais fuyant la famine, et des Juifs d'Europe de l'Est cherchant à échapper aux persécutions, mais en subissant encore à Londres. Karl Marx, qui vivait dans le Londres victorien, affirmait que la classe capitaliste se frottait les mains devant toute cette immigration. Cela augmentait les travailleurs et gardait les salaires bas. Cela engendrait discorde, xénophobie croissante et parfois des émeutes. Les nouveaux arrivants vivaient parmi les plus pauvres, autrefois qualifiés de vermines, provoquant surpopulation, xénophobie et parfois des émeutes. À présent, la vermine avait quelqu'un à blâmer, encouragée par une presse détenue par l'élite qui ignorait l'inégalité et le système de classe rigide. Des parents démunis faisaient travailler leurs enfants. Les garçons gagnaient à peine quelques sous en ramassant les 1000 tonnes de crottin laissées chaque jour par les 300 000 chevaux de Londres. Au début des années 1800, des enfants de 5 ans étaient envoyés nettoyer les cheminées toxiques des riches, un travail si dangereux que des garçons de 8 ans mouraient parfois du cancer. Des lois ont fixé l'âge minimum à 16 ans, mais elles étaient ignorées. Les décès ont persisté, et certains garçons, surtout orphelins, allaient chez un formateur de voleurs pour apprendre et rejoindre des bandes. Certaines de ces bandes d'enfants étaient déportées en Australie. Comme ce garçon ayant volé une robe en 1833, il a passé 2 ans sur un bateau-prison et a été envoyé à la terre de Van Diemen en Tasmanie. Un enfant sur 5 mourait durant la déportation vers l'Australie. Confinés dans une cale sombre sur de la paille pendant 3 à 4 mois, ils étaient exposés aux maladies,
à la malnutrition et à la dysenterie. Beaucoup subissaient des abus d'adultes et, s'ils relâchèrent leurs efforts, étaient souvent fouettés ou mis à l'isolement. Un rapport montrait que sur moins de 1 million de Londoniens en 1830, 115 000 étaient impliqués dans la criminalité, y compris des enfants pickpockets. À la fin de la décennie, 10 000 enfants furent envoyés travailler en Australie en un an. Certains partaient avec leurs parents qui les avaient formés, mais le plus souvent, ils étaient envoyés seuls. Sur 156 000 condamnés envoyés en Australie, le rapport précisait que 25 000 avaient moins de 16 ans. Certaines femmes sont devenues prostituées, par choix ou contrainte. D'autres ont été assassinées, comme les victimes de Jack l'Éventreur. Et souvenez-vous, c'était la capitale la plus riche du plus puissant empire de l'histoire. En 1851, Londres a accueilli la première exposition universelle, attirant 6 millions de visiteurs. Les autorités locales ont tenté de dissimuler les pauvres, la police réprimant mendiants, prostituées et vagabonds. Le prix d'entrée était de 5 shillings, abordable pour la classe ouvrière, mais cela équivalait parfois à un loyer hebdomadaire pour beaucoup dans l'abîme. La Grande-Bretagne exhibait sa richesse tout en cachant son monde souterrain sordide. Cependant, une chose frappait toujours les visiteurs, la puanteur. Au début des années 1800, Londres comptait environ 1 million d'habitants. En 1851, elle comptait 2,3 millions d'habitants, et lors de la visite de Jack London au début du XXe siècle, 5,6 millions. Avec toute cette population et de nombreuses usines, les égouts débordaient et la Tamise devenait très toxique. En juillet et août 1858, Londres a connu la grande puanteur, une odeur épouvantable dont les vapeurs étaient censées transmettre des maladies contagieuses. En 1878, après la collision de 2 bateaux à vapeur sur la Tamise très polluée, entre 600 et 700 passagers sont morts. Plusieurs des 130 personnes secourues sont décédées ensuite à cause du contact avec les eaux usées et les déchets industriels de la rivière. Les excréments, animaux morts et produits chimiques industriels leur ont provoqué des infections gastro-intestinales mortelles ou des brûlures pulmonaires chimiques. Les hommes étaient payés au minimum 5 shillings pour chaque cadavre qu'ils repêchaient, en remarquant que, sur certains d'entre eux, les vêtements s'étaient désintégrés. Dans les taudis, l'odeur faisait partie du quotidien. Dans son livre de 1889, Londres horrible, George Sims décrit la puanteur de la ville comme une brume fétide planant au-dessus des pauvres. Dans les quartiers les plus sordides, disait-il, les gens sombraient dans le désespoir total. Les pauvres malheureux dépensant chaque sou dans les pubs ou les palais de gin, où des hommes et des femmes hideux se disputèrent et se battaient souvent. La révolution industrielle anglaise a instauré un système de classe très discriminatoire. La classe supérieure s'est enrichie grâce à l'industrie et à la spéculation, tandis que les pauvres cherchaient du travail en ville. À la fin du XIXe siècle, l'espérance de vie à Londres était de 42,6 ans pour les hommes et 48,1 ans pour les femmes. Mais dans les bas-fonds, la situation restait sombre. Alors qu'il y avait en moyenne 150 décès pour 1000 naissances vivantes, beaucoup d'enfants mouraient entre 1 et 10 ans. Dans certains quartiers de l'East End de Londres, l'espérance de vie était parfois de seulement 17 à 20 ans. Les jeunes souffraient de tuberculose pulmonaire et d'infections gastro-intestinales dues à l'eau polluée. La tuberculose causait près d'un quart des décès. Des épidémies de choléra tuaient encore des milliers de personnes, ce qui aurait pu être évité si les propriétaires des taudis, souvent les élites, avaient nettoyé la saleté. Et il y avait assez d'argent pour le faire. En 1870, l'Empire britannique produisait près d'un quart du produit intérieur brut mondial, environ la moitié provenant de l'Inde britannique, et plus de 37% du Royaume-Uni lui-même. Les États-Unis détenaient environ 8,87% et l'Empire russe 7,54%. En 1913, l'Empire produisait encore 21 à 22% du produit intérieur brut mondial. Les Britanniques dominaient le monde, bénéficiant d'une prospérité économique inédite. Les riches bâtissaient de somptueux manoirs, tandis que les pauvres se contentèrent de bouillies. Eux savouraient soldes d'ouvres à la sauce homard, oies vertes, tourtes aux pigeons, soupes aux morilles et truffes, confitures d'abricots, cheesecakes, trifles, accompagnées de glaces importées de Norvège ou des États-Unis. Une seule maison pouvait compter des centaines de domestiques, des dizaines de chambres, ainsi que des meubles exquis et de grands tableaux valant plus qu'une rénovation de quartier entier. L'essentiel de cette richesse était héréditaire. Au XIXe siècle,
l'élite foncière anglaise détenait plus de 55% des terres d'Angleterre et du pays de Galles. Même aujourd'hui, l'aristocratie foncière possède environ 30% de toutes les terres en Angleterre. Cette inégalité et cette discrimination de classe ont engendré le communisme et joué un rôle majeur dans le déclenchement des 2 guerres mondiales. Jack London disait que pauvres et ouvriers étaient traités comme des sous-hommes, alors qu'ils se sont sacrifiés pour leur pays et épuisés jusqu'à une mort précoce. Dans les années 1880 et 1890, on estimait qu'il y avait chaque année jusqu'à 30 000 personnes sans abri à Londres, beaucoup d'entre elles rassemblant de l'argent pour pouvoir s'offrir un lit de temps en temps. Le nombre de personnes en itinérance temporaire était sans doute plus près de 100 000. En 2024, Londres comptait plus de 9,8 millions d'habitants, 4 500 personnes vivant en permanence dans la rue et environ 13 200 ayant dormi dehors au moins une fois. Dans une ville de 3,8 à 5,6 millions d'habitants, un chiffre de 30 000 à 100 000 était stupéfiant. C'est pourquoi Londres avait des maisons de travail, le genre d'endroit dont vous avez entendu parler dans les histoires de Charles Dickens. Appelé un lit de pauvres, l'asile de travail était considéré comme mieux que de dormir dans la rue. De toute façon, Londres interdisait de dormir dehors. La police patrouillait chaque nuit dans les quartiers pauvres et réveillait les habitants. Dormir en public était considéré comme une nuisance publique. Les dormeurs étaient donc qualifiés de personnes oisives, désordonnées ou de vauriens et vagabonds. Les maisons de travail étaient pleines, mais avec un peu d'argent, on pouvait louer un lit-cercueil pour environ 4 pence la nuit. Il s'agissait littéralement de cercueils en bois et d'une bâche pour couverture, fournis par l'armée du salut. Si vous n'aviez qu'un penny, l'armée du salut proposait un banc à un penny. Vous pouviez donc rester assis sur un banc toute la nuit. Il n'était pas permis de s'allonger, mais au moins cela vous offrait un toit au-dessus de la tête, et un petit feu lors d'une froide nuit d'hiver. Les pièces n'étaient pas toujours chauffées, et parfois des hommes et femmes mouraient de froid la nuit. Dans les cercueils, il fallait endurer des choses qui rampaient sur vous. Les rats étaient partout dans le Londres victorien. La peur d'être mordu ou d'attraper une maladie à cause des puces était bien réelle. En plus du choléra, il y avait des épidémies de typhus, de typhoïde et de grippe. L'asile de pauvres, surnommé Pano la Piquette, était vu comme le plus bas socialement. Jack London a tenté d'entrer dans l'asile de pauvres de Whitechapel, à l'est de Londres. Il a rejoint une longue file d'hommes désespérés le matin, discuté avec quelques-uns pendant leur petit déjeuner, ramassant des épluchures d'oranges sur les routes sales. Certains étaient simplement malchanceux. Certains avaient été soldats, combattant pour ce que Londres appelait ironiquement le plus grand, riche et puissant empire du monde. À l'asile, on vous donnait de la bouillie et un lit dur si vous arriviez à entrer. Étaient expulsés chaque nuit et dormaient illégalement dans la rue. À l'intérieur, les hommes devaient casser des pierres ou démonter de vieilles cordes avec un clou, tandis que les femmes récuraient les sols, cuisinaient ou raccommodaient des vêtements. Les travailleurs étaient fouillés à la porte pour le tabac et l'alcool, puis recevaient une couverture et une chemise de nuit, tandis que leurs propres vêtements étaient désinfectés. Le souper comprenait 8 onces de pain et un demi-litre de skilly, une bouillie claire d'avoine et d'eau. S'ils avaient du pain, comme beaucoup de pauvres dans les taudis, ils le trempaient dans du sel car le beurre était un luxe. En 1882, la loi imposait 2 nuits sur place, et revenir sous 30 jours pouvait mener en prison. Pour l'éviter, les pauvres parcouraient des circuits, allant d'un asile à l'autre pour un lit. En été, beaucoup de pauvres parcouraient 50 à 100 miles à la campagne pour chercher un travail agricole, souvent la cueillette du houblon pour la bière. Ce n'étaient pas des oisifs, contrairement à ce qu'affirmait souvent le gouvernement. Il y avait aussi des enfants à l'asile de pauvres, ainsi que dans les filatures et les usines. La loi sur les pauvres de 1834, alors jugée progressiste, imposait pourtant des travaux pénibles aux enfants pauvres. La loi de 1844 limitait le travail des enfants de 8 à 13 ans, à 6h30 par jour, et imposait 3 heures de scolarité à l'asile de pauvres, souvent assurée par des indigents non qualifiés. Avant ces lois, des enfants dès l'âge de 6 ans mouraient parfois d'épuisement après des journées de 16 heures dans les filatures. Avec le temps, d'autres réformes ont suivi. L'éducation élémentaire est devenue obligatoire avec la loi sur l'éducation élémentaire de 1870, et elle a finalement été appliquée en 1880. Le problème était que sans travail forcé, certains enfants basculaient dans la criminalité. Parfois leur mère sombre dans l'alcool, la violence ou la prostitution, que nous traiterons bientôt. Souvent traumatisées et violentes, ces femmes étaient décrites dans les journaux, avec des yeux au beurre noir ou des dents manquantes après des bagarres. Dans les taudis victoriens, les femmes devaient être fortes.
L'ivresse publique, autrefois vue comme un vice masculin, est désormais une épidémie chez les femmes, au point de choquer même les journaux américains. En mai 1896, le Philadelphia Inquirer rapportait que les Anglaises sont de grandes buveuses. L'article citait des données choquantes. Plus de 9400 femmes avaient été accusées d'ivresse et de conduite désordonnée l'année précédente. Le coroner Win Baxter, célèbre pour l'affaire Jack l'Éventreur et la mort de l'homme-éléphant, affirmait que les femmes étaient pires que les hommes. Les registres d'arrestation mentionnaient des contrevenantes de 15 à 89 ans. Des années plus tard, Jack London expliqua pourquoi tant de gens buvaient jusqu'à l'oubli. Plus d'1,2 million de personnes gagnaient moins de 20 shillings par semaine pour nourrir leur famille. Comme mentionné, les hommes avaient des emplois dangereux et une faible espérance de vie. Souvent, les femmes élevaient seules les enfants. Beaucoup abandonnaient et se tournaient vers l'alcool. Des archives révèlent que certaines femmes ont passé toute leur vie adulte en prison. Une femme, Annie B, a accumulé 400 condamnations, et elle était mariée. Son mari, petit propriétaire, a payé près de 1000 $ d'amende pour l'éviter la prison. Annie R n'avait jamais passé un mois entier depuis l'enfance sans passer une nuit en prison. Une fille nommée Alice Williams, âgée de seulement 14 ans, était décrite comme ayant les qualités de combattant d'un homme. Son gang attaquait souvent d'autres femmes. Les gangs posaient toujours problème dans l'East End, certains locaux, d'autres formaient de nouveaux immigrants. Les criminels rôdaient la nuit, agressant les passants, volant et attaquant commerçants et diligences. Parmi les plus notoires, figuraient les 40 éléphants, les garçons de Bethnal Green et le syndicat du crime de Clerkenwell. Le taux de meurtre dans le Londres victorien, environ 1,6 pour 100 000 habitants, était en fait assez bas, bien inférieur aux 15 pour 100 000 de l'Angleterre au XVIIe siècle et encore plus bas qu'au XIVe siècle. À l'époque victorienne à Londres, de nombreux meurtres restaient de non signalés et il était facile de disparaître dans l'abîme. Mais les taux de petite et de grande criminalité étaient très élevés au XIXe siècle. Les adolescents fréquentèrent des clubs de danse, buvèrent de l'alcool bon marché à 2 pence, ce qui entraînait souvent des bagarres, et les maris frappaient leurs femmes. Les récits historiques révèlent que des épouses traitèrent leurs maris d'incapables à cause de leur faible salaire ou de leur consommation d'alcool, puis elles se mettaient aussi à boire, ce qui empirait la situation. La violence domestique était généralement considérée par la police comme une affaire privée. Des lois comme le Matrimonial Cause Act donnaient aux femmes des raisons légales de divorcer d'un mari violent, mais elles faisaient peu pour réduire les taux élevés de violence domestique. En 1883, un homme a écopé de 5 shillings d'amende pour avoir frappé sa femme enceinte avec un tisonnier. Jack London affirmait que la loi paraissait sévère, surtout envers les riches. Il évoquait 2 hommes, surpris à chasser sur une propriété et condamnés à une amende de 2 livres. Parallèlement, de graves agressions dans les quartiers pauvres n'étaient sanctionnées que par des amendes d'1 livre. Les plus pauvres vivaient dans des maisons de passe, plus de 1000 à Londres, à la fin des années 1800, où l'on louait un lit pour 8 heures seulement. Une fois votre temps fini, vous partiez et étiez remplacé. Jack London a rapporté qu'un couple et leurs 2 enfants partageaient un lit, tandis que 2 femmes dormaient en dessous. C'était l'option la moins chère, et pour beaucoup, la seule. Certaines des pires rémunérations étaient aperçues par les femmes qui fabriquaient des allumettes. Jack London a rencontré une femme ayant travaillé 98 heures en 1 semaine, fabriquant plus de 7000 boîtes d'allumettes pour 4 shillings. Ce n'était pas assez pour louer un taudis ou acheter de la nourriture, mais suffisant pour une colocation. Au début du XXe siècle, un Anglais actif sur 8 était blessé et inapte au travail durant des semaines. 1 sur 300 était définitivement invalide, 1 sur 2500 devenait infirme. Chaque année, environ 500 000 hommes, femmes et enfants étaient tués et blessés ou invalides à cause du travail. Les allumeuses, comme on les appelait souvent, développaient fréquemment la mâchoire de fausse à force de travailler avec du phosphore blanc. Tout débutait par un mal de dents et un visage gonflé, puis la mâchoire pourrissait, des abcès apparaissaient, menant parfois à une mort atroce. Un critique les a qualifiées de filles châtelles. En 1888, elles se sont mises en grève, lançant une vague de protestations ouvrières par des dizaines de milliers des travailleurs les plus exploités d'Angleterre, ce qui a fini par faire avancer les réformes. Les mineurs hommes souffraient du poumon noir et mouraient jeunes. Les ouvriers d'usine étaient exposés à l'arsenic, au plomb et au mercure, causant des lésions nerveuses, maladies pulmonaires et cancers. Les tanneurs et teinturiers employaient des acides forts et des poisons, causant maladies et défaillances d'organes. Les meuleurs souffraient de tuberculose et de silicose, les potiers de la maladie du potier.
Les jeunes fileurs contractèrent le cancer du mule. Certaines de ces maladies auraient pu être facilement évitées s'il y avait eu plus d'argent investi dans la sécurité au travail. Un Londonien sur 4 mourait en dépendant de la charité, et dans tout le Royaume-Uni, 939 personnes sur 1000 mouraient dans la pauvreté. Dans l'East End, 55% des enfants mouraient avant 8 ans, contre 18% dans le West End. À Londres, tellement qu'à l'époque victorienne, une profession faisait parler d'elle parmi les jeunes femmes, et parfois les plus âgées. La prostitution. Dans le livre révolutionnaire « Le travail à Londres et les pauvres de Londres », publié en 1851, Henry Mayhew a documenté la situation de la classe défavorisée anglaise comme jamais auparavant. Contrairement à Jack London, Mayhew manquait de compassion. Il voyait la prostitution comme une perversion des charmes féminins. Son enquête a révélé que les femmes victoriennes œuvraient dans une hiérarchie complexe de la prostitution, des escortes de luxe aux femmes âgées et malades, s'occupant des ivrognes dans les ruelles dangereuses. Certaines ne pouvaient espérer que devenir la maîtresse d'un homme aisé. Ces hommes riches faisaient tester les femmes pour vérifier leur virginité et, si confirmées, les rémunéraient bien. Les maladies vénériennes, en particulier la syphilis, étaient aussi courantes que Londres avait des bars spéciaux où les hommes et les femmes, sans nez, pouvaient boire sans honte. Mais les clubs pour sans nez n'étaient pas idéaux. Donc les riches installèrent leurs vierges dans des appartements en attendant leur fidélité. Au moment de l'étude de Mayhew, Londres comptait environ 2 millions d'habitants et jusqu'à 80 000 prostituées, selon lui. Certaines sources parlaient de 50 000, mais la police donnait des chiffres inférieurs. Prenaient de nombreuses formes, souvent invisibles pour les autorités et pas limitées aux 200 à 400 bordels recensés en ville. Il y en avait sûrement 2 ou 3 fois plus, mais certains n'étaient que des chambres, gérées par des maquerelles cherchant à fuir la pauvreté. Mayhew a décrit comment des filles, pendant de préparer de sorties à la prostitution, une maîtresse les habillait de vêtements voyants, les gardait sous surveillance constante et les forçait à arpenter les rues. Si elles fuyaient ou désobéissaient, elles étaient traitées avec barbarie. Il a écrit que Londres regorgeait de ces malheureuses. La plupart vendaient en mai des fleurs, dansaient en tout joueur de la musique, mais ce n'était qu'un second métier. Avec de nombreux hommes mourant jeunes ou envoyés à l'étranger pour le service militaire, parfois sans jamais revenir, les femmes qui avaient peu d'opportunités de travail en sont venues à dépasser en nombre les hommes dans l'Angleterre victorienne, à raison d'environ 104 femmes pour 100 hommes. C'était l'une des raisons de la forte présence de la prostitution. Certaines prostituées étaient des escortes indépendantes. Une Française interrogée par Mayhew recevait des clients dans son appartement à l'ouest de Londres, 4 à 5 fois par semaine, sans que son mari le sache. L'argent était trop bon. Elle a raconté que, enfant, un homme avait payé sa famille pauvre à la campagne française et l'avait emmené en ville pour une vie meilleure. Des prostituées de luxe fréquentaient théâtre, casinos, music hall et palais du gin pour rencontrer des clients aisés. Les mieux payés gagnaient 20 à 30 livres par semaine. Même les escortes de haute société les moins cotées gagnaient 5 à 12 livres par semaine, bien plus que les femmes travaillant, et parfois mourant, en usine. En 1870, les opératrices télégraphistes ne gagnaient que 8 shillings par semaine. Un instituteur ou un policier pouvait gagner 2 à 3 livres par semaine, tandis qu'un artisan qualifié pouvait en gagner 10. Les salaires des prostituées indépendantes diminuaient régulièrement, passant d'une livre à 12 shillings ou moins par semaine. Pourtant, ces femmes avaient une certaine liberté et de beaux vêtements. Dans les années 1840, sur 10 000 prostituées arrêtées, 22 étaient très instruites. 350 et une savaient bien lire et écrire. Plus de 6100 avaient une alphabétisation minimale, et près de 3500 étaient analphabètes. La plupart des prostituées de la classe inférieure étaient analphabètes, et travaillèrent dans des chambres bon marché et sales, tenues par une femme plus âgée qui les nourrissait et les logeait, mais prenaient la majeure partie de leurs gains. Ces bordels cachés étaient nombreux, et parfois brutaux. Les femmes étaient fortement contrôlées. Les propriétaires engageaient souvent un homme violent pour les discipliner. Des enfants étaient parfois engagés comme espions pour les surveiller, selon Mayhew. De nombreuses femmes étaient enfermées et contraintes de recevoir jusqu'à 12 hommes par nuit, sans accès à des baignoires. Dans certains taudis, seule une rivière d'eau usée servait d'eau. Mais il n'y avait pas que la douleur. Les pauvres chantaient et jouaient à la marelle pour s'amuser. Ils allaient au marché, assistaient à des combats de rats, et aimaient les incendies ou les exécutions publiques. Ils visitaient les asiles pour observer les fous et se rendaient souvent sur les scènes de crime. Les pauvres sont eux-mêmes devenus un divertissement.
Leur misère nourrissait un appétit public grandissant pour la pornographie de la pauvreté victorienne, les récits de bandes d'enfants, de femmes déchues et de violences alcoolisées. Le tourisme des taudis est devenu à la mode. Les visiteurs se promenaient dans Whitechapel, Spitalfields et Shoreditch, parfois par curiosité morbide, parfois pour participer à ce qu'un écrivain a décrit comme des plaisirs coupables. Même les Américains en parlaient. Les touristes riches y allaient, parfois déguisés ou se prétendant aristocrates, à la recherche de fumeries d'opium ou de prostituées. Pour certains, l'anonymat anarchique et le chaos des bas-fonds étaient moins plus excitants que leur sécurité. La princesse Alice de Hesse, troisième enfant de la reine Victoria, visitait parfois les quartiers pauvres. Bien que certains riches visiteurs aient eu de bonnes intentions, la plupart des lecteurs ou touristes aisés étaient peu sympathiques. Ils voyaient les pauvres comme paresseux et immoraux, ce qui a favorisé l'essor de l'eugénisme au XXe siècle, surtout aux États-Unis contre les minorités et les blancs pauvres du Sud. Les choses ont évolué en Angleterre, mais rarement sous l'impulsion de la classe supérieure. Les ouvriers, ouvrières et militants de la classe moyenne ont écrit, protesté, manifesté violemment et parfois sacrifié leur vie pour de meilleurs salaires et conditions. Sans eux, la réforme ne serait peut-être jamais arrivée. Si le Londres victorien était un enfer sur terre pour les pauvres, c'était aussi le terrain de chasse de l'un des tueurs les plus redoutés de l'histoire. Regardez, vous ne croirez pas qui est Jack l'Éventreur. Un nouveau test acide désoxyribonucléique révèle son identité. Pour découvrir la vérité choquante, ou cliquez sur cette vidéo.